Je vous ai fait une série de vidéos où je parlais de comment devenir riche. J'ai partagé avec vous le mécanisme tel que de l'argent, comment tel que l'argent fiduciaire a été créé. Et je vous ai parlé aussi tel que du capitalisme, de la naissance du capitalisme, du libéralisme. Je vous ai parlé comment tel que les pères fondateurs de l'Amérique ont fait à ce que l'Amérique devienne ce qu'elle est aujourd'hui. Donc les différents mécanismes. Parce que si on ne comprend pas ça, on ne pourra pas comprendre comment fonctionne le monde et on va commencer à naviguer comme ça à vue. On est aujourd'hui face à une crise économique mondiale. D'autres disciplines, guerre mondiale, guerre économique mondiale. On parle de tsunami sur le plan économique. Nous sommes en train d'aller vers une récession, vers une crise, vers l'inflation, vers un chômage de masse. Parce que Donald Trump a décidé de mettre les tarifs douaniers. Pourquoi Donald Trump met les tarifs douaniers? Donald Trump met les tarifs douaniers en disant que depuis plus de 50 ans, l'Amérique se fait arnaquer par l'Europe et par la Chine. Que l'Europe arnaque l'Amérique parce que c'est l'Europe qui a mis les réglementations. En mettant énormément de réglementations, l'Europe a fait en sorte que, afin de tuer le travail, l'Europe a rendu que la créativité était vraiment onéreuse, coûteuse. Et ce qui a poussé que les Occidentaux à aller produire là où c'est moins cher. Parce qu'il faut comprendre le mécanisme. Aller produire là où moins cher. Parce qu'avec le libéralisme, le capitalisme, c'est quoi? C'est la liberté telle que de faire le profit. C'est la liberté d'entreprendre. Et le libre-échange, maintenant, c'est quoi? C'est de permettre à tous ces pays tels que développés de pouvoir aller faire le profit là où bon leur semble. Et ça, c'est le traité de Bretton Woods. Maintenant, pourquoi tu dis que c'est la Chine qu'on incrimine aujourd'hui, alors que c'est un système que sont eux qui ont créé? Comment la Chine a fait pour pouvoir aujourd'hui occuper la première place économique? Comment la Chine a fait pour pouvoir aujourd'hui être l'usine du monde? Est-ce que c'est cette même Chine dont on parlait il y a 50 ans qu'on traitait de façon condescendante? Quand on parlait des Chinois, on disait c'est les Shintok. On parlait c'est les jaunes. C'est cette même Chine où il y a eu plus de 40 millions de morts à cause de la famine. Parce qu'il ne faut pas oublier que il y a eu 40 millions de morts parce que les Américains ont refusé de fournir les céréales aux Chinois. Il y a eu 40 millions de morts. Est-ce que c'est dans cette même Chine qui, remontant dans les années 1800, a connu la pire des humiliations, la guerre de l'opium? Les Chinois ne pourront jamais oublier ça. Les Chinois se sont fait humilier par l'Angleterre et après par les Français aussi. L'Amérique aujourd'hui quand Donald Trump nous dit en 2025, au XXIe siècle, que c'est America First, que c'est l'Amérique qui gouverne, qui dirige le monde, que c'est l'Amérique qui va nourrir le monde, c'est l'Amérique qui va soigner le monde, c'est l'Amérique qui va sur le plan technologique être sur la pointe de l'innovation. Est-ce que l'Amérique a toujours occupé la première place? Non. Dans les années 1800, c'est l'Angleterre qui occupait la première place. C'est pour ça que tu me vois, si je te parle toujours, quand tu m'entends parler, je te parle de rapport de force. Que le monde aujourd'hui, nous sommes dans un monde qui fonctionne par les rapports de force. Et s'il y a les lois sont là uniquement pour pouvoir calmer les ardeurs. Et que ceux qui écrivent les lois, c'est les plus forts qui écrivent les lois en fait. Le plus fort écrit la loi, afin que ceux qui en bas ne montent pas la tête ou ne se rebellent pas. Et lorsqu'il veut se rebeller, bam, tu tapes. Jusqu'à ce que celui qui va se sentir costaud vienne aussi menacer le plus fort. C'est ça les rapports de force. Et c'est ce qu'on joue. Même dans la jungle, même entre les animaux, il y a les rapports de force, les amis. Ça ne sert à rien de rester là, commencer à pleurer que, ouais, ce sont eux qui viennent nous prendre, ce sont eux qui viennent nous faire, c'est à cause de ceci. C'est pour ça que vous entendez vous dire que non, si on passe autant à pleurer, les choses ne vont pas se faire, les gars. On se doit d'être stratège. Dans le business, la stratégie. Quelle est la stratégie que les Chinois ont mis en place?
Dans les années 1832, la Chine a connu la pire humiliation, la guerre de l'opium. Les Anglais sont venus les bombarder, les détruire. Et c'était toujours encore quoi? La guerre commerciale. Cette guerre de l'opium s'est déclenchée à cause d'une guerre commerciale. Donc attention, ce que nous sommes en train de vivre présentement là, où la Chine, où les États-Unis ont mis 34% à la Chine. La Chine aussi a remis 34%. Les États-Unis ont dit on met à 104%. La Chine a dit on met à 84%. Attention, ça peut déclencher une guerre. Ça s'est déjà fait en 1832. Cette guerre-là est allée de 1832 jusqu'à 1842. La guerre de l'opium. Parce que les Anglais voulaient vendre l'opium aux Chinois. L'opium, c'est quoi? C'est une drogue. Hein. En 1832, la Chine était fermée. La Chine ne commerçait pas le reste du monde. La Chine était dans ses traditions, dans sa culture qui est millénaire, dans ses valeurs, dans ses langues. Elle n'était pas ouverte au monde. Mais les Anglais étaient développés sur le plan industriel, sur le plan même naval, dont les Anglais avaient des bateaux qui pouvaient se déplacer. Donc les Anglais allaient en Chine commercer. La Chine savait déjà faire tout ce qui est tous ces vases-là, la porcelaine et tout. Et ils étaient aussi très développés sur le plan du textile. Donc les Anglais achetaient et ils rentraient en Angleterre. Mais les Anglais n'avaient pas de quoi vendre aux Chinois. Mais les Anglais ont constaté que les Chinois consommaient de l'opium et qu'ils étaient accros à l'opium. Donc les Anglais sont allés produire de l'opium en Inde. Parce que l'Inde, dans ces années-là, c'était une colonie anglaise. Donc voilà comment ils sont venus vendre de l'opium. Ils ont fait de l'opium leur business. Commencé à vendre de l'opium aux Chinois. C'est un business qui tournait. Les Chinois étaient accros. Ça consommait. Les gens se sont fait des millions. Il faut se dire, ces dealers se sont fait des millions. Mais le gouvernement en place, à l'époque, dans ces années 1800, en Chine, comme la zone, c'est-à-dire que voilà, qui consommait cet opium, la zone du Sud, se rebellait, c'est-à-dire quoi, contre les dirigeants en place. Ces dirigeants ont fermé les yeux à un moment. Mais la situation s'empirant, ils se sont dit non, ils ne peuvent pas laisser la situation comme ça parce que la population consommait, il y avait des dégâts sur le plan sanitaire et même sur le plan économique. Les gens ne travaillaient plus. Ça peut te rappeler ce que nous vivons en Afrique avec les dépôts brassécoles où les gens boivent jusqu'à perdre leur tête. Tu vois des gens qui boivent comme ça, un casier, deux casiers, mais ça abrutit la population. Il faut mettre fin à ça. Voilà comment le gouvernement se lève, le dirigeant de dépôt se lève pour aller détruire tous les dépôts où les Anglais avaient stocké cet opium. C'est ça qui a déclenché la guerre de l'opium, cette guerre commerciale, où les Anglais ont dit que non, les Chinois ne sont pas en train de vouloir faire du libre-échange. Est-ce que toi, tu peux accepter qu'on vienne vendre un produit nocif à ta population, un produit qui va détruire ton peuple? Les Anglais ont déclenché la guerre. Ils sont venus avec des canons, bombarder les Chinois, détruire la Chine. On te dit de 1832 jusqu'à 1842. Détruire. Les Français aussi sont venus s'ajouter dans détruire le patrimoine culturel, détruire, humilier la Chine. Voilà l'histoire. Pour connaître la force des hommes, il faut aller chercher dans leur histoire pour t'inspirer des gens. Ce n'est pas la tontine chinoise, ce n'est pas la tontine qui fait en sorte que la Chine soit puissante. C'est leur histoire. C'est la douleur qu'ils ont eue. C'est l'humiliation qu'ils ont essuyée que par les Occidentaux. Ils ont dit non. Il va falloir qu'ils se relèvent de leur centre. Ils sont restés tranquilles. Il ne faut pas oublier que c'est un système qui est communiste. Ils ont dit, mais comment est-ce qu'on peut faire pour s'inspirer de ces gens-là? Ils sont venus avec les canons nous bombarder. On n'a pas cette technologie-là. Comment est-ce qu'on va faire pour pouvoir acquérir cette technologie? Comment est-ce qu'on va faire pour pouvoir acquérir cette science? Ils ont donc... Comment ils ont fait ce plan Marshall là de dire on va éduquer la population. On va déjà former nos jeunes sur le plan de la science. Ils ont mis la science appliquée. La science appliquée, donc, dit on va faire
une technologie, on va éduquer les enfants par rapport aux sciences qui va pouvoir faire en sorte que les gens travaillent directement. Je te rappelle aussi que dans la même foulée, les Chinois ont connu, c'est-à-dire ont perdu 40 millions de personnes suite à la famine. 40 millions suite à la famine. Et cette famine a été provoquée par qui? Provoquée par les Américains. Parce que les Américains ont refusé de fournir les céréales aux Chinois. 40 millions. C'est tout ça qui les a poussés à révolter, en fait, afin de pouvoir aussi maîtriser cette technologie-là. Mais je vais te faire comprendre ici que le progrès, ça rime avec les inégalités. Oui, si on veut se développer, il faudrait qu'on accepte aussi qu'il y a un prix à payer. Il y aura un prix à payer sur le plan de la destruction de notre environnement. Parce que c'est ce que les Occidentaux ont implémenté. Et tu vois qu'ils sont en train de faire rétropédalage aujourd'hui. Il va falloir détruire l'environnement. Il va falloir accepter de venir payer les bas salaires. Il va falloir accepter de pouvoir déposséder de la population de leurs terres. Parce que oui, le progrès de la Chine qu'on regarde là, c'est un progrès qui s'est fait dans la douleur. Hein. Ça s'est fait dans la douleur. Parce que les Chinois, voulant aussi copier l'Occident, ils se sont renfermés. Ils ont dit, pour pouvoir être comme les Occidentaux, il va falloir qu'on joue à leur jeu. Ils ont créé des écoles. Pour l'instant, ils n'ont pas pensé à aller faire des écoles, tu vois, des universités avec des diplômes, avec des bacs plus 150. Ils ont dit, on forme d'abord la jeunesse sur la connaissance terrain. C'est après qu'on va former les universitaires. Et dans la même foulée, la même période, ici en Occident, eux, ils avaient déjà connu le développement, c'est-à-dire que tu vois, l'industrialisation, ça tournait à donf, le capitalisme tournait à donf. Et au sorti donc de la Première Guerre mondiale, de la Deuxième Guerre mondiale, ils signent les traités de Bretton Woods en disant qu'il faut libéraliser l'économie, il faut donner, permettre surtout le libre-échange, qui est échange de biens, de services et de biens, et qui est aussi, c'est-à-dire que l'échange de propriété intellectuelle. Donc il faudrait qu'il y ait la liberté de circulation de personnes, des biens et des services, et puis de la liberté de la propriété intellectuelle. Voilà comment les capitalistes, puisque l'Europe avait déjà régulé, eux ici, ils avaient déjà vu les conséquences négatives de l'industrialisation, le réchauffement climatique, le changement climatique, le coût de la main-d'œuvre très élevé, le dégât des eaux, dégâts sur la biodiversité, surtout la taxation, c'est-à-dire qu'il y avait énormément, c'est-à-dire que les taxes, on taxait énormément, c'est-à-dire que le travail. Donc les capitalistes, puisqu'ils sont là pour faire le profit, ils ont fait quoi? Ils ont dit, ils vont aller produire là où c'est moins cher. Les Chinois, malins comme ils se sont dit, si on veut aussi avoir le même développement que les Américains, que les Européens, on va essayer de s'ouvrir un peu. On va s'ouvrir pour qu'ils viennent, c'est-à-dire voilà, produire chez nous. Mais la condition que les Chinois ont mis, c'est quoi? Qu'on accepte que vous venez produire chez nous, mais à une condition qu'on accepte, mais à une condition que tout se fasse chez nous. Vous devez venir implémenter vos usines chez nous. Le transfert de technologie doit se faire chez nous. La propriété intellectuelle doit être libre. Vous ne devez pas cacher. Et les Chinois derrière ont formé les jeunes. Les Chinois ont créé des écoles de guerre économique. C'est là qu'ils ont commencé à envoyer maintenant une fois ils ont formé, c'est-à-dire quoi,
les jeunes, les universitaires, ils ont commencé à les envoyer maintenant partout en Europe, aux Amériques, pour aller espionner la technologie. Oui, monsieur. Dans tous les pays, il y a des écoles de veille technologique, il y a des écoles d'espionnage commercial, il y a des écoles de guerre économique. L'Angleterre l'a fait. Tous les pays qui se respectent le font. Mais il n'y a que chez nous. C'est des choses que c'est l'État, c'est le gouvernement qui impulse ça. Quand ils viennent donc, quand ces multinationales européennes, américaines viennent s'installer, les Chinois font quoi? Les Chinois copient. Les Chinois copient. Quand Airbus vient se placer, les Chinois démontent, c'est-à-dire que les moteurs de Airbus démontent tout. Ils copient. Quand c'est Nike qui vient placer, ils copient. Quand c'est Apple qui vient se mettre, ils copient. C'est pour ça que ils ont aujourd'hui les téléphones comme les Huawei. Ils copient tout. Tu as vu, à une époque, on disait que la Chine fait des produits de mauvaise qualité, que la Chine, c'est la copie. Oui, on accepte de copier. Donc, pendant plus de 30 ans, la Chine a passé le temps à copier. À copier. Si tu entends Donald Trump pleurer là aujourd'hui que ouais, la Chine nous a fait mal parce qu'elle nous a arnaqué sur notre propriété intellectuelle. Oui, la Chine a mis le veto. La Chine a dit, si vous venez faire chez nous, nous on copie. Vous ne devez pas bloquer la propriété intellectuelle. La Chine a copié. Pendant 30 ans, elle a passé le temps à copier, à créer de la valeur réelle sur place. Oui, les conditions, c'était quoi? La Chine a fermé aussi les yeux sur beaucoup de choses qui avantageaient les capitalistes. La Chine a fermé les yeux sur la réglementation, sur les normes environnementales, les normes écologiques, les normes sur même la qualité du travail, les normes sur le bien-être des salariés, le salaire. Oui, il y avait des bas salaires. C'est pour ça que les capitalistes sont venus, des bas salaires. Oui, la Chine a dépossédé de la population de leurs terres. Oui, cette terre qui était ancestrale, avait des cultures millénaires. La Chine est allée à déposséder les paysans de leurs terres parce qu'ils voulaient aussi faire de l'agriculture industrielle, parce qu'ils voulaient mettre des usines, parce qu'ils voulaient accorder des facilités aux industriels européens et américains. Oui, le peuple chinois aussi en a souffert. C'est pour ça que je dis que le progrès se fait avec des inégalités. Imagine les familles de l'époque à qui on est venu arracher les terres. Imagine les familles de l'époque qui étaient agriculteurs, à qui on est venu enlever les terres pour les transformer en ouvriers, pour les donner des bas salaires. Les Chinois sont allés construire des mégalopoles. Oui, les mégalopoles, oui. Le développement aussi passe par des erreurs. Les Chinois ont fait beaucoup d'erreurs. Aller mettre le béton partout, oui. Ils ont pollué. Les Chinois aussi, la Chine a connu aussi que les vagues, même jusqu'à maintenant, les vagues de sécheresse, les vagues d'inondation, les vents violents, les tremblements de terre. La Chine a dû, c'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, faire marche arrière, hein, mais le progrès passe par là. Ce qui surprend maintenant les Occidentaux, c'est que les Chinois, c'est-à-dire que sont passés à une autre phase. Tu as vu qu'ils ont formé leurs jeunes sur le plan technologique, sur le plan de la science, sur le plan numérique. Aujourd'hui, ils ne sont plus là à copier, mais ils sont dans l'innovation. Voilà la différence. Aujourd'hui, la Chine n'est plus là à copier, elle innove. DeepSeek, personne n'attendait la Chine. Pendant que les Américains étaient en train de dire on va aller faire de l'intelligence artificielle, 500 milliards de dollars. Bim! La Chine a sorti DeepSeek. La Chine innove sur les panneaux, le secteur du solaire. La Chine innove sur le plan du semi-conducteur. Ce sont eux qui produisent des semi-conducteurs avec Taïwan. La Chine, en termes de terres rares, en termes des ressources, elle est la première qui possède 65% des terres rares et 85% des terres rares transformées, utilisables. La Chine, c'est-à-dire qu'en termes, sur le plan économique, c'est la Chine qui détient même les réserves de dollars américains. C'est la Chine qui a sauvé l'Amérique en 2008, où l'Amérique était en faillite.
C'est la Chine qui a acheté la dette américaine. Donc tu vois comment, quand tu vois cette Chine-là, tu vois la trajectoire. C'est parce qu'ils ont fait le dos rond. Ils ont accepté l'humiliation. Mais ils ont travaillé en interne. Et tu vois que ce développement ne peut se faire que lorsqu'on a des visionnaires sur la tête, que c'est les dirigeants qui impulsent la vision. C'est parce que tu as dit que les partis politiques, tu as vu, ils ne sont pas là à dire que la démocratie, c'est le communisme. Le dirigeant qui est là, il est président à vie. Tu vois que là-dessus, il n'y a pas de débat. C'est lui qui donne le cap. Or que chez nous, c'est un désordre total. On est venu donner la démocratie alors que nous ne savons même pas c'est quoi la démocratie. Ça donne comme ça la cacophonie. Vous avez 1000 personnes qui veulent le poste. Et quand on vient te dire que le poste, tu en as pour 5 ans ou tu en as pour 7 ans, tu penses que dans ta tête, tu sais animé, c'est-à-dire que par l'intérêt collectif. Si derrière, tu n'as pas les mains libres, comme chez nous, où ils sont venus faire les plans d'ajustement structurel, où ils ont tout pris, où ils ont demandé de libéraliser, les dirigeants ne contrôlent rien. Donc tu vois que si nous, on veut aller faire comme la Chine, ça va demander un sursaut d'orgueil. Ce n'est pas la tontine. Tu vois que c'est le dirigeant qui donne le cap. Et maintenant, nous, en Afrique, quand on dit Afrique, chaque pays est différent. Nous avons nos mœurs, nous avons nos cultures. Et même dans le pays, nous sommes différents. Il y a plusieurs ennemis. Et généralement, on ne s'entend pas. Et il y a cet affaire du tribalisme qui est là que le diviser pour mieux régner. Tu viendras rajouter la religion qui viendra encore nous diviser. Tu viendras mettre l'alcool qui va encore venir nous distraire. Est-ce qu'on peut être focus sur un point? Tu as vu que c'est des gens qui ont traversé des moments difficiles, mais qui sont restés focus. C'est le pays d'abord. Parce que le système capitaliste, aujourd'hui, est en train de se mordre les dents. Ils ont fait l'erreur d'aller déposer toutes les usines là-bas. Aujourd'hui, c'est la Chine qui les nourrit. C'est la Chine qui produit. Eux, ils ne sont que dans les services. Mais pour comprendre comment ce système capitaliste est né, pour comprendre pourquoi c'est la finance aujourd'hui qui gère tout, parce que c'est la finance qui est venue détruire ça. Mais avant que la finance ne détruise, laissez-moi vous dire, chers entrepreneurs visionnaires, il n'y a pas de nouveau sur le soleil. C'est l'industrie aussi qui avait détruit le système. Parce que nous, on ne peut pas aller dire qu'on veut l'argent, on cherche l'argent. Vous cherchez quel argent? C'est Dieu qui a créé l'argent. L'argent, c'est un vulgaire papier. L'argent, c'est un vulgaire papier. Et c'est un vulgaire papier qui n'a que de valeur ce que ça peut acheter. C'est la production qui est importante. C'est le produit qui est important. C'est la création de richesse qui est importante. Ce n'est pas l'argent. Si c'était l'argent, les pays, c'est-à-dire que tous les pays pouvaient imprimer de l'argent en voiture, en voilà. Un pays comme le Zimbabwe a imprimé, c'est-à-dire que des tonnes de kwacha. Tu allais acheter le pain avec une brouette. Ça a donné quoi? Parce qu'ils ne produisent pas. Ça a créé, ça a créé l'inflation, ça a créé la crise économique. Un pays comme la Grèce est tombé en faillite. Pourtant, on pouvait imprimer les billets. L'Argentine est tombée en faillite. Pourtant, on imprimait la planche à billets. Donc, ce n'est pas l'argent qui est important. C'est la production de la richesse. Et la crise de 1929 s'est créée comment? 1929, aux États-Unis, tu entends toujours le crash de 1929. Parce qu'à leur époque aussi, l'argent était imprimé, c'est-à-dire en voiture, en voilà. Ce n'était pas réglementé. Dans les années 1700, jusqu'aux années 1800, 1900, la devise des conservateurs, c'était quoi? De ces hommes d'affaires Rockefeller, Andrew Carnegie, J.P. Morgan, Ford, les frères Dupont, c'était que les riches ne doivent pas payer l'impôt. Que les riches ne doivent pas payer l'impôt. Que tout ce qui est bon pour les riches, c'est bon pour l'Amérique. Tout ce qui est bon pour les riches, c'est bon pour l'Amérique. Que les riches ne doivent pas payer l'impôt. Pourquoi? Les riches ne doivent pas payer l'impôt parce que leur richesse va ruisseler vers le bas. Et en 1921, on nomme donc un industriel qui va aller occuper le poste
au trésor. Lui fait quoi? Il vient ratifier la loi comme quoi les riches, les industriels, les riches ne doivent pas payer d'impôts sur la fortune. Pendant 9 ans, voilà que les riches ne payaient pas de taxes. Et qu'est-ce que ça a créé derrière? C'est ça qui a créé la crise, le crash de 1929. Parce que pendant que les riches ne payaient pas les taxes, il ne faut pas oublier que la planche à billets, on produisait les billets. Les banques pouvaient émettre de l'argent sans contrôle. Les banques qui existent jusqu'à maintenant, comme les JP Morgan, ce sont eux qui ont créé la crise de 1929. Parce qu'ils sont allés multiplier la planche à billets. Ils sont allés donner les crédits toxiques à la population. Il n'y a pas de nouveau sur le soleil. Ils sont allés donner des crédits toxiques à la population. Ils ont pris ces crédits-là et ne pouvaient plus rembourser. C'est ça qui a eu le crash de 1929. Note ce nom que je répète à chaque fois. C'est Franklin Roosevelt qui vient donc prendre les choses en main, en disant qu'il vient changer ce comportement. Que les riches, ce n'est pas normal ce que les riches font. Les riches ne peuvent pas être là à profiter du système et qu'il y ait comme ça des millions d'Américains pauvres. C'est lui qui va venir réguler avec la finance. Il va même mettre les taxes, demander que les riches payent les taxes. Tu comprends? C'est pour ça que les riches, les multimillionnaires, ces industriels-là, détestaient Franklin Roosevelt. Ils disaient que Franklin Roosevelt veut venir faire de l'Amérique un pays communiste. Franklin Roosevelt a mis un système de sécurité sociale. Alors là, ces industriels ont dit que ce n'est pas possible. Qu'est-ce que Franklin Roosevelt veut faire là? Il veut transformer l'Amérique en un pays communiste. Ils ont commencé à monter la cabale donc, sur Franklin Roosevelt. Ils ont commencé à financer d'autres candidats politiques pour évincer Franklin Roosevelt. Mais Franklin Roosevelt a été costaud. Parce qu'il ne faut pas oublier, Franklin Roosevelt aussi venait de la haute bourgeoisie. Hein, donc il connaissait le système. Donc jusqu'en 1941, dès qu'ils étaient en récession, c'est la guerre donc, de la Deuxième Guerre mondiale qui vient faire en sorte que l'Amérique sorte de cette crise. Parce que Franklin Roosevelt va demander l'effort de guerre, va convaincre la population à payer aussi les taxes, parce que le peuple ne paye pas les taxes. Il n'y a que les riches qui payent. Va convaincre les riches en leur miroitant aussi ce qu'ils vont gagner. Donc, il va créer comme ça des grosses industries de sidérurgie, de métallurgie, va donner les bons de commande à ces milliardaires-là. Ils viendront donc soutenir, c'est-à-dire que l'Europe contre l'Allemagne nazie. C'est comme ça qu'ils se sont enrichis pendant la guerre. Beaucoup d'industriels que vous admirez se sont enrichis que pendant la guerre, pendant les guerres. Beaucoup d'industriels ont triché. Donc c'est pour ça qu'après, au sorti de la Deuxième Guerre mondiale, ils ont créé ce traité de Bretton Woods, où ils ont enlevé donc, le contrôle, la régulation entre les mains des politiques et entre les mains de l'industrie. Ils ont donné la régulation maintenant à la finance. C'est la finance qui est venue alors détruire maintenant l'industrie au profit des services. Vous voyez maintenant qu'ici en Europe, c'est les services. Amazon, Google, Facebook, Netflix. C'est que des services en fait. Et toutes les usines sont en Asie. Voilà. Le serpent qui se mord la queue, dont la finance revient faire la même chose que les industriels avaient fait. Zéro ruissellement. C'est pour ça que vous entendez que c'est 2% qui détiennent 95% de la richesse mondiale. Donc quand ils se lèvent là maintenant, avec tous ces injustices-là, ils se rendent compte que merde, au final, c'est la Chine qui est en train de gagner en fait. Tout se produit en Chine. On s'est rendu compte comment? Lors de la crise sanitaire, où on ne pouvait pas avoir les masques à papier, on était en rupture. Et le virus était là virulent. Les frontières fermées. On s'est dit, merde, le simple masque à papier, on ne peut pas produire. C'est grave. Il a fallu quoi encore? Il a fallu que ce soit encore un riche comme Donald Trump. Il a fallu que ce soit un pays puissant comme Donald Trump qui vienne taper les pieds sur la table. Que non, il faut que ça s'arrête. Moi, je vous le dis depuis 5 ans, que la finance est venue détruire le travail. Avant ça, c'était les riches industriels qui avaient détruit. Ils disaient que non, ils vont faire ruisseler la richesse vers le bas. Ils n'ont jamais fait ruisseler. Les financiers aussi sont en train de faire la même chose. Ce n'est pas en train de ruisseler.
c'est le peuple qui trinque toujours. Ils ont créé la crise de 2008. Ils n'ont rien eu. On a dû, que les États-Unis ont dû payer 100 000 milliards. C'est le contribuable qui a payé. Ça a créé une crise mondiale. Ils n'ont rien eu comme sanction. Et ce qui est en train de partir là, on risque encore d'aller par là. Et là, ça leur revient en disant qu'il faut qu'ils changent de braquet. Il faut que ça change. Il faut qu'on ramène les industries dès que sur place. Est-ce que ça va être facile? Est-ce que ça va être facile? Si on ramène donc maintenant avec ce système-là, ça peut créer encore un chaos total mondial. Donc tu vois, voilà que l'enseignement qu'on peut tirer au travers de la Chine, que la Chine, elle est puissante aujourd'hui parce que c'est mise au travail. Parce que la valeur travail est la pièce angulaire, c'est dans leur ADN. Et qu'ils n'ont pas oublié que l'humiliation que les Occidentaux les ont donnée. Ils n'ont pas oublié les 40 millions de personnes qui sont mortes à cause de la famine. Donc quand ils travaillent, c'est pour le bien commun, c'est le collectif, ce n'est pas individuel. C'est pour ça que vous ne verrez pas que les Chinois glorifient les millionnaires ou les milliardaires. Pourtant, tu as vu, au XXIe siècle, là, on a les Alibaba. Alibaba qui viennent concurrencer les Amazon. Est-ce que nous, on peut donc s'inspirer de ce modèle-là, pendant que ce modèle est en train de faire de rétropédalage aujourd'hui, en disant que c'est un modèle qu'il faut revoir, qu'ils ont détruit exprès leur agriculture, ils ont détruit avec l'industrie. Il faut qu'ils reviennent sur les bonnes bases. Donc, pendant que les autres sont en train de faire machine arrière, est-ce que nous, on peut tout courir là maintenant sur les émergences, émergents 2025, émergents 2050, émergents 2006? Il faut donc comprendre que ça a un prix, hein. Ça a un coût. Il y a le travail. Et qu'il faut qu'on ait des dirigeants visionnaires. Il faut qu'on ait un peuple aussi, c'est-à-dire que voilà, aguerri, qui veut apprendre, qui s'éduque, qui se forme, qui va vers les autres, qui s'inspire, pas des gens qui sont dans la détestation. Si tu es là à repousser l'autre, comment tu vas apprendre de l'autre? Si tu ne vas pas vers l'autre pour apprendre, comment tu sauras, c'est-à-dire que voilà, ses points forts, c'est comment? Les Chinois, c'est-à-dire qu'ils sont humiliés, malgré l'humiliation, ils sont allés vers les autres apprendre. Tu vas les voir ici en Europe, tu vas les voir dans les grandes écoles d'Europe, dans les grandes écoles en Amérique, pour apprendre, pour prendre la connaissance et rentrer. À contrario, chez nous, l'erreur qu'on a faite, c'est qu'on est venu nous donner le culte du diplôme. On est venu nous faire comprendre que, tout de suite, nous mettre, c'est-à-dire que des grandes écoles universitaires, mais des écoles qui ne sont pas adaptées à notre réalité. Des écoles où on récite comme les perroquets, mais donc sur la pratique, c'est zéro. Moi, j'ai coutume à te dire que j'ai une formation de technicien. Technicien. J'ai fait les études de l'électronique de conception. Mais tu vas faire de l'électronique de conception où il n'y a même pas une usine d'assemblage d'appareils électroniques, où il n'y a même pas une usine de fabrication de semi-conducteurs, où il n'y a même pas, on ne peut pas fabriquer des transistors, des résistors, où on ne peut même pas transformer nos matières premières, colbat, coltan, cuivre, fer, pour pouvoir fabriquer. Mais tu vois que c'est une aberration, mon gars. Vrai ou faux? C'est une aberration. Et que depuis des décennies, on ne va pas chercher la science. Mais nous sommes là tout simplement à nous combattre entre nous. Nous sommes là à jouer les crabes. Dès que quelqu'un veut monter, on tire. On est là à passer le temps tout simplement à penser que le problème, c'est-à-dire que c'est le... Non. Il y a un travail à faire. Maintenant, si toi, tu veux devenir riche, si tu veux gagner de l'argent, il faut comprendre qu'il faut aller chercher, c'est-à-dire quoi? Créer de la valeur. C'est pour ça que je dis qu'on doit créer des valeurs endogènes, des richesses locales. Ce modèle vers lequel nous sommes en train de courir, eux, ils sont en train de faire rétropédalage. On te doit de valoriser nos richesses locales. Tu te dois d'intégrer que la géoéconomie, la géostratégie, la géopolitique. C'est pour ça que je te parle de ça. Ne va pas chercher l'argent à tue-tête. Tu vas mourir dans le film. Tu te dois d'intégrer l'environnement. Parce que oui, chaque chose a un impact sur l'environnement. Quand on a aujourd'hui les pluies diluviennes, les inondations, les départs de feu, les vents violents, la sécheresse, ça a un impact sur la production. Donc on doit intégrer l'environnement, on doit intégrer la biodiversité. On se doit de créer des richesses durables, pérennes. C'est une science. Hein.
Et c'est une science qui se fait sur le long terme. Donc l'histoire de la Chine, c'est sur le long terme. Parce que c'est un peuple qui est visionnaire. C'est un peuple qui travaille pour le long terme, qui ne travaille pas pour le court terme. Où nous sommes là à vouloir devenir riches rapidement, à vouloir aller acheter ici pour vendre ici. Où nous sommes le comptoir du monde. Nous créons de la valeur. Voilà le partage que vous pouvez faire concernant la Chine. J'espère que tu as aimé, j'espère que tu as appris les choses. Je t'attends dans les commentaires, mais aussi certains points sur lesquels, certains détails qui font la particularité des Chinois. Ça permettra aussi à la communauté de pouvoir s'édifier. Voilà comment est-ce qu'on peut faire pour pouvoir apprendre des autres. Parce que la richesse, c'est d'aller vers les autres. Si on reste seulement là, à penser qu'on sait tout, alors qu'on ne sait rien, si on passe le temps seulement à faire des clashs, à faire des congossas, à se haïr, à se détester entre nous, on ne pourra pas se développer. Ça n'a jamais développé un peuple. Ça n'a jamais développé un peuple. Et que l'argent, c'est le papier. Ce qui donne de la valeur à l'argent, c'est ce que tu as créé. C'est le produit que tu as créé. C'est ta propriété intellectuelle. C'est ça qui donne de l'argent. C'est ça qui donne la valeur. Et c'est ça qui enrichit un pays. Et c'est ça qui développe un pays. Sur ce, je te dis merci. À la prochaine vidéo.